accepter un traité avec la Russie, pour les Européens, c'est accepter que toute leur stratégie et penser au désastre économique qu'on a en Europe, notamment avec les décisions sur les sanctions, etc. Tout ça montre que les Européens ont fait ça pour rien et qu'en réalité, la Russie est une grande puissance, est une superpuissance et que la grenouille a voulu se faire plus grosse que le bœuf et qu'en réalité, eh bien, elle explose. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien membre du renseignement stratégique suisse. Vous avez entre autres travaillé au sein de l'OTAN pour les programmes en Ukraine et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Vous avez écrit 5 livres importants sur la guerre en Ukraine: Poutine, maître du jeu, Opération Z, Ukraine entre guerre et paix, L'art de la guerre russe, et le dernier, sorti en 2025, Guerre secrète en Ukraine, tous aux éditions Max Milo. Et nous souhaiterions aujourd'hui avoir votre analyse sur le plan de paix américain pour l'Ukraine et la contre-proposition élaborée par l'Union européenne. Alors d'abord, comment est-on arrivé à ce traité? Merci pour cette question et content d'être de retour sur la chaîne de Max Milo. Donc, pour comprendre le traité dont on parle aujourd'hui dans les médias, ce traité de 28 points, il faut repartir en réalité à la réunion qui a eu lieu entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, ou même, je dirais même encore 1 ou 2 semaines avant, lorsque Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump sur la question de l'Ukraine, est allé à Moscou pour présenter une proposition américaine pour la solution du conflit. Et cette proposition, c'est la proposition qui a servi de base à l'entrevue entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Anchorage, en Alaska. Cette proposition de Witkoff, elle était assez simple en fait. J'y reviendrai dans les détails quand je parlerai des questions territoriales, mais en gros, il s'agissait de trouver une solution de compromis entre la position russe qui avait été évoquée depuis juin 2024 par Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas commencer des négociations avant que l'Ukraine ait retiré sa demande, ou plutôt renoncé à sa demande d'adhésion à l'OTAN, et que d'autre part, l'Ukraine ait libéré les 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk. Donc ça, c'était les conditions de base pour entrer, et ça impliquait naturellement une définition territoriale de la zone russe, pourrait-on dire, de l'Ukraine. Et plus tard, Keith Kellogg, le général qui a précédé Steve Witkoff dans la fonction de délégué à l'Ukraine, avait proposé une solution qui était basée non pas sur 4 oblasts qui étaient libérés, entre guillemets, par les Ukrainiens, mais qui était une ligne de démarcation fondée sur la ligne de front. Et Steve Witkoff a donc fait une solution de compromis qu'il a présentée à Vladimir Poutine en août de cette année. Vladimir Poutine a dit que sur cette base, il pouvait discuter avec Donald Trump. Et à Anchorage, la question n'était pas encore vraiment de négocier cette solution, mais l'idée pour Donald Trump, c'était de comprendre la position russe par rapport à cette proposition. Et la position russe, elle était assez simple. Les Russes ont dit que ce n'était pas leur proposition, mais qu'ils étaient prêts à entrer dans un processus de négociation sur cette base-là. Voilà. Que ça signifiait donc qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu unilatéral, comme le demandent les Européens et l'avait demandé Zelensky, et que d'autre part, il y aurait une répartition territoriale. On acceptait le fait que certains territoires soient en réalité de facto sous la souveraineté russe. Et Poutine et Trump se sont donc compris littéralement. Ils ne se sont pas vraiment mis d'accord parce qu'il ne s'agissait pas encore de faire un accord, mais ils se sont compris. C'est d'ailleurs le terme utilisé par Vladimir Poutine lorsqu'il a relaté après cette réunion le sommet. Et
la question était pour Donald Trump, il a dit, bah, puisque je connais votre position, je vais essayer de convaincre Zelensky de votre position et puis qu'on puisse avoir une discussion. Après la réunion d'Anchorage, vous vous rappelez qu'il y avait eu cette réunion à la Maison-Blanche où Zelensky avait été invité et qui a été reçu en chef d'État, et puis d'autres dirigeants européens qui, eux, se sont invités, qui n'avaient pas été invités. C'est la raison pour laquelle ils ont été reçus comme des diplomates normaux, je dirais. Ils ont été reçus à la Maison-Blanche et il y a eu cette discussion où on a très bien vu que Donald Trump avait compris la position russe et que cette position, bien, on devait en tenir compte d'une manière ou d'une autre parce que la Russie, sur le champ de bataille, dominait. Voilà, ça c'était un peu la situation qu'on avait un peu plus qu'à la mi-août de cette année. Mais Trump et probablement c'est à cause des Européens qui sont venus un peu perturber le cours de ce que Trump voulait. Trump n'a pas réussi à convaincre Zelensky à cette occasion. Il n'a pas pu discuter vraiment du fond de la question avec Zelensky. Résultat des courses, il n'a pas pu en parler avec lui et il n'a pas pu confirmer à Vladimir Poutine que la position qu'ils avaient acceptée à Anchorage était prête pour une discussion entre Zelensky, Poutine et Trump. Voilà. Et ça, on le sait parce que je rappelle que c'est Sergei Lavrov qui l'a expliqué lors de plusieurs entrevues qu'il a eues avec le Corriere della Sera, mais aussi avec Kommersant, qui est une revue russe, où il a expliqué ce processus. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la presse ukrainienne a parfaitement compris cette situation. Et vous voyez d'ailleurs dans la presse ukrainienne qui se réfère à la presse russe pour expliquer cette situation, ce qu'on ne voit pas dans nos médias, mais les médias ukrainiens, me semble-t-il, plus flexibles que les médias européens. Toujours est-il que le sommet de Budapest, qui avait été annoncé ou proposé plus exactement par Donald Trump pour pouvoir discuter de la solution qui aurait été discutée en Corée, n'a pas pu se faire. Et c'est la raison pour laquelle Trump a annulé le sommet de Budapest qui avait été prévu pour la mi-octobre, tout simplement parce qu'il n'avait rien en main pour proposer à Vladimir Poutine. Et c'est là où on était à la fin octobre ou à la mi-octobre, si vous voulez, de cette année. Et puis, il y a un événement, et c'est probablement l'événement le plus important pour la compréhension de l'accord de 28 points, c'est la visite que Vladimir Poutine a faite à un de ses commandements dans la région de l'Ukraine avec le chef d'état-major général, le général Valery Gerasimov. Et cette entrevue s'est passée le 26 octobre. Et là, durant cette visite qui a été télévisée, qui ensuite a été retransmise sur certaines chaînes vidéo, certaines YouTube, et dont on trouve d'ailleurs la transcription sur le site du Kremlin, où Valery Gerasimov évoque le fait qu'il y a 5000, enfin en tout 10 500 Ukrainiens qui sont encerclés dans les villes de Pokrovsk et de Kupiansk. Et c'est l'événement qui déclenche chez les Américains et chez les Occidentaux de manière générale une panique. Parce que là, on commence à voir une sorte de matérialisation de l'effondrement du front ukrainien et puis quand même des grands effectifs qui sont encerclés par les Russes. Alors, on sait que c'est cet événement qui l'a déterminé parce que lorsqu'on a parlé de ce traité de 28 points, ou ce plan plus exactement de 28 points, eh bien, c'est les Américains eux-mêmes qui ont dit que c'est vraiment à la fin octobre que tout d'un coup, il a fallu commencer à trouver une solution pour ce conflit. Et vous avez Marco Rubio, vous avez Steve Witkoff, qui a d'ailleurs été le maître d'œuvre de ce plan, ainsi que Dan Driscoll et Keith Kellogg se sont retrouvés à Miami pour discuter un projet de plan de solution.
Et donc, c'est le projet qu'on va voir arriver. Alors, il faut bien comprendre que la situation en novembre de cette année, donc après la déclaration, enfin la visite de Vladimir Poutine sur le front, la situation militaire en Ukraine, alors on ne va pas la détailler ici, mais c'est peut-être important de constater qu'on a en novembre, à la fin novembre de cette année, on a 7 chaudrons qui se dessinent le long de la ligne de front, c'est-à-dire 4 zones dans lesquelles les forces ukrainiennes sont encerclées physiquement par des troupes ou encerclées par du feu, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus bouger de l'endroit où elles sont et qu'elles ne peuvent plus recevoir de soutien logistique et que par conséquent, à terme, elles sont destinées à être soit anéanties, soit capturées. Donc, c'est une situation qui est relativement alarmante du point de vue des Américains et c'est ce qui encourage les Américains à vraiment mettre les bouchées doubles sur un plan qui est ce plan de 28 points qui est resté secret, donc qui a été finalement négocié en interne chez les Américains de manière totalement secrète. Il a été révélé par le média Axios le 18 novembre de cette année. Et on n'a pas encore, à ce stade de 18 novembre, on n'a pas encore tous les détails, mais on voit à peu près dans quelle direction ça va. Apparemment, il y a eu à ce stade alors en anglais on dirait inputs, en français on dirait des contributions, mais c'est plutôt probablement des réponses à des questions parce que le plan a été élaboré par les Américains, très clairement, mais ils ont vraisemblablement posé quelques questions à l'émissaire russe Dmitriev, Kirill Dmitriev, qui est l'émissaire russe concernant les relations diplomatiques avec les États-Unis, et puis le ministre de la Défense, ou l'ancien ministre de la Défense, plus exactement, ukrainien, Rustem Umerov. Et on voit d'ailleurs dans le plan, si on regarde le plan de 28 points qui a été prévu, on distingue ce qui pourrait venir de Dmitriev et ce qui pourrait venir de Umerov. Mais c'est un plan américain. Ça n'est pas un plan qui a été négocié ni avec les Russes, ni avec les Ukrainiens. Et ça, c'est très important de le rappeler. Maintenant, le document qui a été publié le 18 novembre, que tout le monde a pris comme étant un document clé en main et tout ça, en réalité, ça n'est pas un document définitif. Ce qu'on voit quand on analyse le document, on s'aperçoit que c'est un document dans lequel on a aligné des idées, quelquefois assez farfelues, comme par exemple le fait d'intégrer dans ce document la négociation de contrôle des armements, de maîtrise des armements, de reprendre les négociations SALT, par exemple. Au START, pardon, excusez-moi, les négociations START, puisque vous savez que l'année prochaine, le dernier accord de limitation d'armement stratégique START va arriver à échéance. La Russie a déjà proposé de le renouveler, il n'y a pas eu de réponse américaine à ce stade. Toujours est-il que dans cet accord, tout d'un coup, on en parle. Alors évidemment, ça n'a aucun rapport avec la situation en Ukraine. Mais on le trouve là-dedans. Donc on voit que c'est un document qui n'a pas été finalisé, c'est un document de travail, littéralement, et d'ailleurs on en a plusieurs versions. Il y a une version à 24 points, il y a une version à 28 points, il y a d'ailleurs plusieurs versions à 28 points. On en voit même d'ailleurs une version qui est apparue en Ukraine, qui a été fuitée, entre guillemets, par le député Alexei Gorashenko, qui est une version ukrainienne qui contient des points qu'on ne trouve pas dans la version américaine, par exemple. Donc, on est vraiment sur un document qui est en cours d'élaboration et il serait faux d'y voir un document qui est totalement ficelé et qui est immuable.
Et ça, c'est un petit peu d'ailleurs la faute, je pense, qu'ont fait les Européens, les Occidentaux et beaucoup de commentateurs, particulièrement en France, qui ont vu un accord déjà tout fait. En réalité, c'est une proposition d'accord, c'est un document qui doit encore être discuté. Et quand on l'a présenté aux Russes, quand Vladimir Poutine en a parlé, il a dit nous ne connaissons pas ce document. Donc ils savent qu'il y a quelque chose qui se fait, mais ils n'ont pas vu ce document, ils n'ont pas pris position sur ce document, ils n'ont pas contribué à ce document. Donc voilà des éléments qui sont importants de comprendre quand on parle euh, de ce document. Que contient en fait ce document concrètement sur lequel les Russes et les Ukrainiens pourraient se mettre d'accord? Alors, euh, évidemment, dans la presse occidentale, euh, particulièrement en France d'ailleurs, mais pas seulement, on a dit ah ben c'est un document qui a été dicté par les Russes, etc. Parce qu'évidemment, c'est un document qui tient compte, dans une certaine mesure, de la position russe. Et la raison pour laquelle on tient compte de la position russe, eh bien, c'est que tout simplement, les Américains se sont aperçus, d'ailleurs pas maintenant, mais ça fait déjà très longtemps, bien même avant que la sonnette d'alarme ait sonné à la fin octobre de cette année, les Américains sont aperçus que les Russes dominent le champ de bataille et que par conséquent, on ne pourra pas faire sans leur position. Et je crois que ça, c'est une chose qui a été très mal comprise et qui reste très mal comprise, particulièrement en France, c'est que vous ne pouvez pas ignorer le fait que ce soit eux qui gagnent sur le terrain. Ça peut sembler injuste, ça peut sembler à l'envers du bon sens, contre les politiques de ceci et de cela. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La réalité est qu'ils gagnent sur le terrain et que plus on attend, plus les Russes gagneront. C'est d'ailleurs ce que j'avais déjà écrit dans mon livre Opération Z qui est paru déjà en 2022. C'est que plus on attend, plus les Russes, les Ukrainiens perdront des hommes, des matériels, etc. Et plus on sera dans une situation défavorable à l'Ukraine. Par conséquent, il y a un moment, il faut tout simplement se rendre compte de cette réalité, quoi qu'on pense, que ce soit moral, pas moral. Je ne veux pas revenir ici sur les raisons de ce conflit, qu'on peut voir de différentes manières, mais quelle que soit la manière dont on le voit, le fait est que ça doit, à un moment donné, il faut tirer la ligne et dire maintenant on arrête, parce que sinon, c'est l'Ukraine qui payera le prix. Ça, c'est très important de déclarer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde ce plan, il faut revenir un petit peu sur la question de la géographie, parce que une partie importante de ce plan, c'est la question territoriale. Alors, il faut rappeler ici qu'on a, on a les 4 oblasts ici qui sont finalement comment dire, l'enjeu, une partie de l'enjeu territorial de cette, parce qu'on ne parle pas ici de la Crimée encore et d'autres qui sont aussi en eux-mêmes des enjeux, mais c'est principalement ces 4 oblasts. Alors, voilà les 4 oblasts et, dans leurs limites administratives. Et ici, en bleu, vous avez maintenant la ligne de front, telle qu'elle se présente plus ou moins aujourd'hui. Et je vous rappelle que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Keith Kellogg prévoyait dans le plan qu'il a proposé depuis le début de cette année que cette ligne de front pourrait constituer une ligne de démarcation entre les forces russes et les forces ukrainiennes et constituer en quelque sorte une ligne de cessez-le-feu. La position russe qui avait été exprimée par Vladimir Poutine le 14 juin 2024 était que, et c'est d'ailleurs ce que je marque ici avec la ligne rouge, c'est que la Russie n'entrerait dans un processus de négociation avec l'Ukraine qu'à partir du moment où l'Ukraine se serait retirée de ces 4 oblasts. En clair, ça voudrait dire que la ligne rouge deviendrait de facto la ligne de démarcation entre forces russes et forces ukrainiennes. Alors vous voyez qu'effectivement, il y a un gros écart, notamment dans la région de Donetsk, de Zaporozhye et de Kherson.
dans ces 4 régions, on peut dire grosso modo que les Ukrainiens tiennent encore entre 20 et 25% du territoire de ces oblasts. Alors, la proposition qui avait été faite par Steve Witkoff juste avant Anchorage et qui a été discutée à Anchorage entre Vladimir Poutine et Donald Trump, c'est une solution intermédiaire à ça. C'est-à-dire qu'on trace la ligne, cette nouvelle ligne rouge qui comprend l'ensemble des oblasts de Lugansk et de Donetsk. En gros, ça c'est le Donbass d'ailleurs. Et puis pour les autres oblasts, on prend la ligne de front. Et donc, vous voyez on a en fait coupé la poire en deux. Si vous voulez, d'un côté, pour la partie nord du Donbass, on a pris la position russe, et pour la partie sud, on a pris la position de Keith Kellogg, c'est-à-dire la proposition américaine. Dans ce traité, on va un peu plus loin parce qu'on ajoute encore une zone démilitarisée, c'est-à-dire que dans la région de Donetsk, donc les troupes ukrainiennes se retireraient de la partie qui est ici assurée, mais les Russes ne seraient pas autorisés à déployer des troupes dans cette zone-là. Et donc, la zone qui est assurée en bleu ici serait une zone démilitarisée. Alors, si vous avez été attentif à ce que j'ai dit, vous verrez que quand on a cette situation, c'est-à-dire qu'en gros, on a la ligne rouge plus la ligne de la zone démilitarisée, qui fait que la ligne de démarcation, plus ou moins, revient à la proposition de Keith Kellogg à la base. Pas totalement, puisque ici on a une zone démilitarisée, mais néanmoins, on n'est pas sur une souveraineté russe sur l'ensemble de ces territoires. Donc, rien que pour ça, évidemment, les Russes sont évidemment pas contents. Les Ukrainiens ne sont pas contents non plus, et notamment les Européens ont soutenu les Ukrainiens dans cette idée, c'est-à-dire ils disent, mais en fait, on donne tout le Donbass à la Russie. Bref, personne n'est content. Mais ça, c'est l'aspect territorial que contient ce plan en 28 points. Alors, d'abord, il faut dire une chose, comme on le disait quand j'étais dans les affaires étrangères en Suisse, on disait un bon accord, c'est quand personne n'est satisfait après sa signature. Donc, on est bien dans ce cas de figure où personne n'est content. Et la question, c'est de savoir jusqu'à quel moment on peut encore avancer dans le mécontentement, parce qu'il y a effectivement des limites qu'on ne peut pas faire. Alors, un autre aspect de cet accord, c'est la limitation des troupes ukrainiennes à 600 000 hommes. Alors là, on voit un peu tout avec les chiffres, et il est parfois difficile un peu de comprendre exactement ce qui s'est passé et comment on est arrivé à 600 000 hommes. D'après ce que j'ai pu reconstituer, on est arrivé à 600 000 hommes après avoir diminué les effectifs de l'armée ukrainienne de 40%. Alors, si vous faites le calcul, ça veut dire que l'armée ukrainienne aurait 1 million d'hommes. En réalité, ça correspond avec ce que Zelensky a répété à plusieurs reprises. En réalité, l'armée ukrainienne n'a jamais atteint 1 million d'hommes. Je rappelle que déjà en juillet 2022, Zelensky annonçait sa grande contre-offensive vers la mer d'Azov avec 1 million d'hommes, justement, et puis qu'il reprendrait la Crimée, etc., grâce à ces millions d'hommes. Et puis, plus tard, et je l'ai mentionné dans mon livre L'art de la guerre russe, vous avez plusieurs commentateurs européens qui ont d'ailleurs accrédité plus ou moins ce chiffre, ou alors un chiffre très très proche, de l'ordre de 975 000, etc., 1000 hommes. En réalité, l'armée ukrainienne n'a jamais atteint ces chiffres-là. L'armée ukrainienne a eu probablement au maximum 470 000 hommes, si je me réfère d'ailleurs au site wartears.org, qui est un site ukrainien qui fait le décompte des pertes ukrainiennes. Donc, voilà, on est un peu dans des chiffres qui sont, donc avec 600 000 hommes de l'armée ukrainienne, on serait bien au-delà de la capacité
maximale que les Ukrainiens ont effectivement eue durant ce conflit et avant le conflit. Par ailleurs, il y a quand même un autre problème, c'est que si vous regardez les effectifs des armées européennes aujourd'hui, vous voyez que l'armée européenne la plus grande en nombre d'hommes, c'est l'italienne, avec près de 340 000 hommes. La France vient avec un peu plus de 300 000 hommes. Alors, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais grosso modo, il y a peut-être des petites variations, on ne va pas chipoter sur les chiffres. Ce qui est important ici de voir, c'est que l'armée ukrainienne, si elle avait le nombre, les effectifs que le traité lui accordait, eh bien, elle aurait pratiquement la taille des deux plus grandes armées européennes, grosso modo. Donc, ce serait l'armée pratiquement la plus importante de toute l'Europe. C'est quand même un peu curieux. Et de nouveau, on peut douter que les Russes acceptent cette solution. Donc, donc voilà, c'est peut-être cette situation qui fait que on a un plan qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une situation où les deux les deux parties ne sont pas contents. Alors, il y a d'autres points. Alors, je vous cite uniquement les points saillants et peut-être je combine ça avec la proposition européenne qui a été évoquée, puisque donc on a eu la proposition, enfin le texte américain, de nouveau un document de travail qui a fuité, hein, ce n'était pas le document qui était prévu d'être distribué à ce moment-là, c'est un document fuité. Et puis, donc ça s'est fuité entre le 18, il y a eu plusieurs versions entre le 18 et le 21 novembre. Et puis le 23 novembre, les Européens ont concocté une variation de plan américain, c'est-à-dire qu'ils ont repris le plan américain, ils ont fait des changements directement sur le plan américain, donc ils n'ont même pas élaboré un nouveau plan, si vous voulez, ils ont simplement amendé le plan américain. Et ça dit aussi beaucoup sur la manière dont les Européens ont pris ce conflit. Alors, je veux juste mentionner quelques points saillants qui sont importants. Le point 3 du plan américain prévoyait que, par exemple, l'OTAN ne s'étendrait pas davantage. Alors, les Européens, eux, suppriment carrément ce point-là. Autrement dit, ils ne veulent pas mettre de limitation à l'expansion de l'OTAN. C'est de nouveau assez curieux puisque, comme on sait, l'OTAN, c'est un bras politique, on pourrait dire, ou armée des États-Unis, dans la mesure où c'est vraiment les États-Unis qui sont les maîtres d'œuvre de l'OTAN. Et là, quand les Européens disent non, il faut qu'ils continuent à s'étendre, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ensuite, un autre problème, un autre amendement des Européens. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du plan américain qui prévoyait un plafond de 600 000 hommes pour l'armée ukrainienne. Alors, les Européens vont même plus loin. Ils parlent d'un plafond de 800 000 hommes en temps de paix. Donc, on voit que les Européens vont encore plus loin que le chiffre que j'avais évoqué tout à l'heure, qui déjà avait peu de chances d'être accepté par les Russes. D'autre part, dans le plan américain, il était prévu que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN et que l'OTAN inscrive dans ses statuts, entre guillemets, que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN. Or, cet article est tout simplement balayé aussi par les Européens qui laissent ouverte la possibilité à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Ensuite, il y a la question des troupes stationnées en Ukraine. Et là, le plan original américain disait que l'OTAN s'engage à ne pas stationner de troupes en Ukraine, alors que du côté des Européens, ils disent l'OTAN accepte de ne pas stationner en permanence des troupes sous son commandement en Ukraine. Donc, en clair, les Européens ouvrent la possibilité à ce que l'Ukraine puisse avoir des troupes étrangères sur son sol. Et puis, il y avait toute la problématique des garanties de sécurité. Donc, les Américains prévoyaient de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine, mais en termes relativement vagues, il faut le dire, les Européens, eux, veulent une garantie qui reflète l'article 5 de l'OTAN.
Donc ce sera un petit peu comme si l'Ukraine était de facto dans l'OTAN. Non pas de jure, mais de facto. De nouveau, on voit qu'il y a une idée des Européens de, enfin, il y a une absence totale de la part des Américains à essayer de trouver une position qui soit, euh, comment dire, recevable par les deux parties. Les Européens ont amendé le plan américain de telle sorte qu'il devienne totalement inacceptable par les Russes. Il y a aussi un élément qui est assez important. Dans le plan américain, il y a l'usage des fonds souverains russes qui sont gelés en Occident, qui seraient utilisés par les Américains pour créer un fonds qui, qui permettrait de reconstruire l'Ukraine. Et puis, naturellement, les Américains, toute charité bien ordonnée commence par soi-même, eh bien, ils se voient comme étant les principaux bénéficiaires comment dire, des entreprises qui seraient financées par ce fonds et que les Américains recevraient jusqu'à 50% des bénéfices de l'entreprise qui permettrait la reconstruction de l'Ukraine. Donc, on est vraiment les Américains ici n'ont pas renoncé à se servir eux-mêmes de cette affaire. Et ça, c'est un point qui a beaucoup choqué les Européens parce que, alors, peut-être pas simplement parce que les Américains se servaient, mais surtout parce que en euh, donnant une finalité, un objectif à ces fonds souverains russes, eh bien, les Américains les soustrayaient à, à l'Europe qui souhaiterait pouvoir disposer de ces fonds pour financer la continuation de la guerre. Aujourd'hui, on sait que l'Union européenne n'a pas n'a pas de fonds pour financer la guerre et veut utiliser ces fonds souverains russes avec tous les problèmes juridiques que ça pose. Et d'ailleurs, on n'est pas encore arrivé, ils ne sont pas encore à trouver une solution. Et d'ailleurs, toutes les circonvolutions juridiques que l'Union européenne essaye de faire pour pouvoir s'approprier l'usage de ces fonds montre qu'on est dans une activité illégale, parce que si ça avait été légal, il y a déjà longtemps qu'on aurait trouvé une solution. Mais là, on essaye de faire un truc qui est fondamentalement illégal. Et d'ailleurs, je vous rappelle que même la directrice d'Euroclear, qui est la firme qui gère les fonds russes, les fonds souverains russes qui sont déposés en Europe, elle a dit elle déposerait plainte en fait contre les autorités de l'Union européenne si ces fonds étaient utilisés comme le souhaitait la présidente de la Commission européenne, c'est-à-dire Ursula von der Leyen. Donc voilà un petit peu où on en est. Ensuite de ça, alors évidemment, il y a la question des territoires, j'ai évoqué tout à l'heure la question de ces territoires, avec la reconnaissance de facto de la souveraineté russe sur les oblasts, avec les limitations que j'ai montrées tout à l'heure sur la carte, mais également la souveraineté russe sur la Crimée. Alors évidemment, les Européens balayent tout ça et ils annulent, enfin ils ne annulent pas, mais ils ne proposent aucune reconnaissance de la souveraineté russe sur ces territoires et laisse ouverte la possibilité à l'Ukraine de récupérer ces territoires par le biais de négociations, ce qui imposerait à la Russie de négocier avec l'Ukraine pour récupérer ces territoires, pour conserver l'autorité sur ces territoires, pardon. Ensuite, le traité, et ça c'est aussi un point qui est important, le traité de la proposition américaine prévoit que les Ukrainiens tiennent des élections présidentielles dans les 100 jours. Et la raison pour laquelle les Américains proposent ça, c'est que, et ça répond effectivement à un souci de la Russie, qui est que la situation de Zelensky aujourd'hui n'est juridiquement pas stable, si vous voulez. Il y a une décision politique qui a été prise actuellement par le Parlement ukrainien pour maintenir Zelensky à son poste et ne pas faire d'élection, mais c'est une position qui, en réalité, une situation, pardon, qui n'a pas été
qui n'a pas de base juridique. Et par conséquent, le problème pour les Russes est que si l'Ukraine s'engage à signer un traité de paix ou quel qu'il soit avec la Russie, eh bien, il y a le risque toujours que quelqu'un vienne après coup et dise oui, mais cette situation n'était juridiquement pas vérifiée, n'était pas valide juridiquement, et par conséquent, la signature de Zelensky n'est pas valable, et donc le traité n'est pas valable. Et c'est pour éviter cette situation que les Américains demandent comment dire, une élection dans les 100 jours. Alors que les Européens ont dit que l'Ukraine organisera des élections dès que possible après la signature de l'accord de paix. Donc, en clair, en ouvrant la possibilité que cet accord ne soit tout simplement pas validé. Donc, et alors il y a un autre aspect qui est peut-être important pour certains, c'est la question de l'amnistie concernant les crimes. Alors c'est intéressant parce que c'est une disposition qui a apparemment été apportée par Rustem Umerov, le- le- l'ex-ministre de la Défense ukrainien, et parce que il y avait l'idée d'avoir une impunité, mais le problème, c'était que Umerov voulait que cette impunité s'étende à tous ceux qui avaient à tous ceux qui avaient fait, qui s'étaient enrichis en fait pendant la guerre. Donc, il concernait aussi les questions de corruption, etc. Parce qu'Oumerov, en réalité, et ça il faut le savoir, puisque Oumerov était à Genève pour discuter du plan de paix européen dimanche avec Yermak, le conseiller de Zelensky, et les deux sont sous accusation d'ailleurs de corruption de la part de la Cour contre la corruption, la Cour ukrainienne de lutte contre la corruption. Donc, évidemment, ces gens prêchent aussi pour leur paroisse. Mais les Européens ont décidé d'enlever toute l'amnistie, toute cette question, pour évidemment venir sur la question de Vladimir Poutine, etc., et de sa mise en accusation par la Cour pénale internationale. Donc, si vous voulez, on a des amendements. Alors là, j'ai pris que les points saillants du traité. Il en contient 28, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Européens ont fait tout pour rendre ce traité totalement inintéressant pour les Russes. Donc, c'est là que les Américains ont compris que si on voulait avoir un accord, eh bien, il faut d'abord attirer les Russes dans un accord dans lequel ils trouvent un intérêt. Il faut que les Russes y trouvent un intérêt. Sinon, bah, les Russes ne signent pas ne signent pas d'accord. Le problème est que, de nouveau, les Russes dominent sur le champ de bataille. Par conséquent, ils ne sont pas du tout pressés de signer un accord. Cet accord, il est surtout utile pour l'Ukraine, pour éviter que l'Ukraine s'effondre. C'est ça l'objectif des Américains. Et par conséquent, à partir du moment où les Russes ne sont pas pressés de signer un accord, mais que cet accord est urgent pour l'Ukraine, eh bien, il faut attirer les Russes dans un accord. Or, les Européens font exactement la démarche inverse. Et et c'est intéressant parce que donc il y a eu une réunion du Conseil de sécurité russe où Vladimir Poutine a pris parole sur la question. Alors on était sur la version évidemment américaine du traité et Poutine a dit mais si les Ukrainiens ne veulent pas le signer, pour nous ça nous convient parfaitement parce que nous on peut continuer à atteindre nos objectifs par la force militaire. Donc on n'est pas du tout obligé de signer ça. Par contre, ce que dit Vladimir Poutine, ce qui n'est pas dans l'extrait que j'ai mis là, il dit que effectivement les alliés de la Russie, la Chine, l'Inde, les pays ce qu'on appelle le reste du monde, le Brésil et autres, enfin le BRICS, tous ces pays sont favorables à un accord et sont favorables à qu'on puisse arriver à un accord proposé, en l'occurrence par les Américains, et qui soit signé par la Russie. Donc les Russes disent, nous sommes, par rapport à nos alliés, nous sommes prêts à nous engager
dans une négociation sur la base de ce document. Donc, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. Il a dit ce document, nous ne l'avons pas négocié pour l'instant, on l'a vu comme d'autres l'ont vu, mais nous sommes prêts à l'utiliser comme base de discussion dans le cadre d'une négociation pour arriver à un accord. Et ceci, en grande partie, pour répondre aux souhaits de nos alliés. Mais si l'Ukraine ne veut pas en discuter, eh bien, on arrivera très bien à s'en passer parce que on peut continuer nos opérations sur le terrain et que par conséquent, il y a aucun, on n'est pas aux abois en quelque sorte. Et c'est ça que les Européens n'ont pas compris. Et là, on voit d'ailleurs dans cette réunion du Conseil de sécurité, on a très bien vu que Vladimir Poutine était particulièrement à l'aise avec cette situation. Et donc, on voit que les Russes ne sont pas sous pression. C'est ça qui est très important. Or, les Européens agissent un petit peu comme si les Russes étaient sous pression. Or, ça n'est pas le cas. Il y a quand même de nouveau des choses qui sont assez surprenantes dans la manière dont agissent les Européens. Les Européens n'ont absolument pas prévu d'entrer dans une négociation avec la Russie. D'ailleurs, c'est la position constante depuis le début, d'ailleurs qu'ils ont imposé à Zelensky, puisque je vous rappelle qu'en 2022, Zelensky, à 3 reprises, avait cherché à négocier avec la Russie, et que chaque fois, ce sont les Européens qui l'ont empêché de négocier. Donc, et d'ailleurs, et Ursula von der Leyen, d'ailleurs, dans son discours sur l'état de l'Union européenne en septembre 2022, avait déclaré il ne doit pas y avoir d'apaisement avec la Russie, il ne doit pas y avoir de négociation. Et si vous regardez d'ailleurs les déclarations de Kaja Kallas, tout récemment, euh, donc c'était même le 20 novembre, donc après la publication du plan 28 points américain, Kallas dit l'Union européenne a un plan très clair en 2 points. Premièrement, affaiblir la Russie. Deuxièmement, soutenir l'Ukraine. Voilà. Donc le ton est donné. Si vous voulez, on voit que l'Union européenne n'a absolument pas dans la perspective de trouver une solution au problème. On est effectivement dans une dynamique de continuer la guerre au prix d'ailleurs des Ukrainiens, puisque c'était quelques jours auparavant, Kaja Kallas avait d'ailleurs dit que c'était une bonne affaire que de faire la guerre avec l'Ukraine et que c'est beaucoup plus rentable de faire la guerre avec l'Ukraine que d'avoir une victoire russe. Donc, on voit que de nouveau, on est dans cette dynamique d'utiliser les Ukrainiens qui se battront jusqu'au dernier et qu'on utilise l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aider l'Ukraine. L'idée, c'est d'affaiblir la Russie. Et d'ailleurs, vous remarquez dans la déclaration de Kaja, ce n'est pas aider l'Ukraine. Ce n'est pas aider l'Ukraine à revenir comment dire, à un statu quo ante, si vous voulez. C'est simplement affaiblir la Russie et soutenir l'Ukraine dans cette perspective. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement pervers, je trouve, du point de vue européen, et qui montre d'ailleurs, qui illustre l'incapacité dans le domaine diplomatique. Et il n'y a eu absolument aucune initiative. Alors, de nouveau, on peut blâmer les Américains, on peut dire qu'ils sont fortement inspirés des Russes, mais comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas vraiment faire autrement parce que la situation sur le terrain fait que on peut pas, les Russes sont incontournables puisqu'ils dominent sur le champ de bataille. Alors, mais on peut critiquer les Américains, on peut critiquer le plan qu'ils ont proposé, enfin, à moitié proposé, puisque comme j'ai dit, c'est un document de travail. Toujours est-il que, au moins, les Américains ont essayé de faire quelque chose, alors que les Européens n'ont strictement rien fait. Ils n'ont aucun plan alternatif. Leur seule réponse au plan américain, ça a été de griffonner des amendements sur le plan américain, mais il n'y a aucun plan séparé, il n'y a aucune solution qui vient de l'Union européenne, si vous voulez. Et donc, on est dans une situation où les Européens démontrent en fait leur incapacité. Et c'est peut-être un peu là qu'elles font du problème. Parce que du côté ukrainien, et peut-être, je pense qu'il est important aussi d'évoquer
la position ukrainienne ici, alors elle est, pardon, excusez-moi, que je trouve le document. Voilà, alors oui, il est un peu difficile à lire, mais je pense qu'il est, certains le retrouveront sur, sur X. C'est un post de Yulia Mendel, qui est une parlementaire ukrainienne, et qui dit chaque accord ultérieur, donc c'est traduit de l'anglais, c'est peut-être une mauvaise traduction, mais qui indique que chaque accord ultérieur avec l'Ukraine ne fera qu'empirer les choses, car nous sommes en train de perdre. Nous perdons des hommes, du territoire et notre économie. L'UE, l'Union européenne, qui, soit dit en passant, a versé à la Russie plus de 311 milliards d'euros d'énergie et de biens depuis février 2022, n'a pas de véritable stratégie. Aucun moyen de cesser d'alimenter le budget russe ou de soutenir suffisamment l'Ukraine pour qu'elle gagne. Aucun dialogue direct avec Moscou et aucun levier significatif sur le Kremlin ou Washington. L'argument selon lequel la Russie a gagné si peu de territoire paraît presque puéril au regard du coût humain. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important de dire. Vous vous rappelez, notamment pour les auditeurs français, qu'il y a quelques semaines, Jean-Noël Barrot avait dit l'Ukraine, la Russie perd, et elle ne gagne pas, en tout cas, je ne me rappelle plus s'il avait dit qu'il perdait ou qu'il ne gagnait pas, parce que en 1000 jours, la Russie n'a même pas gagné 1% du territoire ukrainien. Alors, de nouveau, c'est cette perspective européenne de mesurer le succès en kilomètres carrés. Alors, c'est bien possible que je n'ai pas fait le compte, peut-être bien que Jean-Noël Barrot a raison, que la Russie n'a pas gagné plus d'1% du territoire ukrainien. Mais ce que ne dit pas Jean-Noël Barrot, et là je me réfère de nouveau aux chiffres qui sont donnés par le site ukrainien Wartiers, c'est que pendant ces 1000 jours, l'Ukraine a perdu plus de 600 000 hommes. Donc, le succès, et je vous rappelle que Vladimir Poutine, le 24 février 2022, a défini les objectifs non pas en termes territoriaux, mais en termes de potentiel. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait démilitariser l'Ukraine. Démilitariser, ça veut dire détruire son potentiel militaire. Or, si en 1000 jours, ils ont détruit 600 000 hommes, remarquez que c'est plus d'une fois l'effectif de l'armée ukrainienne en réalité, qui a été tué. Donc, c'est selon de nouveau, je me base sur les chiffres de Wartiers, je n'ai pas vérifié la pertinence de leurs chiffres, je prends ça parce qu'à défaut d'autre chose. Néanmoins, ça donne une indication d'ailleurs de l'importance et de l'importance relative qu'il y a à voir, à comprendre la notion de victoire, soit à travers la notion de territoire, soit à travers la notion de potentiel, qui en fait est l'objectif des Russes. Et je vous rappelle que quand on mesure le degré d'atteinte d'un objectif, ou le degré de succès, si vous voulez, on le mesure par rapport au degré d'atteinte de l'objectif. Et si l'objectif, c'est la démilitarisation, c'est donc ça qui doit servir d'unité de mesure pour mesurer le succès. Or, en l'occurrence, si on a 600 000 morts en 1000 jours, eh bien, on voit qu'il y a clairement un succès russe. Donc ça, c'est un élément important. Si je reviens à ce que dit Mme Mendel, je reviens à ce qu'elle disait, mon pays est en train de se vider de son sang. Nombreux sont ceux qui s'opposent systématiquement à toute proposition de paix, persuadés de défendre l'Ukraine. En toute honnêteté, c'est la preuve la plus flagrante qu'ils ignorent toute la situation réelle sur le terrain et à l'intérieur du pays. La guerre n'est pas un film hollywoodien. Je n'abandonnerai jamais les valeurs que Dieu et la démocratie placent au fondement même de l'existence humaine. La vie humaine est le bien suprême et sont les êtres humains, les êtres vivants qu'il faut sauver. Donc, on est là aux antipodes de la position de Kaja Kallas dans cette affaire. Et ça doit nous faire réfléchir quand même un petit peu. Et je pense que dans cette situation, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus, c'est que quoi qu'on pense de la pertinence des choix
américain dans ce plan de 28 points, quoi qu'on en pense, il est indispensable aujourd'hui de prendre un plan, quel qu'il soit, de le poser sur la table et de commencer une négociation. Le problème de Trump dans sa manière de conduire les affaires, c'est qu'il a fait des plans et après il essaye de les imposer aux autres. Alors il a voulu imposer, par exemple, son plan 28 points à Zelensky et il lui a dit si vous ne le signez pas d'ici le 27 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui on est le 25, c'est-à-dire dans 2 jours, eh bien on vous coupe toute aide en renseignement, etc. Alors je pense que c'est une mauvaise approche. Je pense que, mais c'est l'approche qu'a eu Trump pour tous les traités qu'il a fait. Il fait une solution, il la pose sur la table, il dit maintenant vous acceptez ou alors le feu du ciel s'abat sur vos têtes. C'est ce qui s'est passé à Gaza, c'est ce qui s'est passé partout. Et ce n'est pas la bonne approche. Qu'il fasse une proposition, pourquoi pas, mais ensuite, il doit dire, voilà, on a une base de discussion, je pose ça sur la table, vous, Ukrainiens, vous, Russes, vous asseyez maintenant autour de cette table et vous discutez sur cette base-là, et puis vous vous mettez d'accord sur un texte finalement. Et je pense que c'est cette approche qu'il faut. La manière dont les Européens et les Ukrainiens et les Américains ont essayé de reconcocter, de retravailler la proposition américaine pour qu'elle soit conforme aux souhaits de l'Union européenne et probablement Zelensky lui-même, mais je ne suis pas sûr que Zelensky ait la bonne perception de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est d'ailleurs une des choses qui a contribué à alarmer les Américains en novembre de l'année passée, enfin au début novembre, puisque je vous rappelle, j'ai évoqué tout à l'heure cette situation qui était très particulière à Kupiansk et à Pakrovsk, mais au même moment, il faut dire que les Ukrainiens disaient qu'il n'y avait aucun problème dans ces régions, dans ces zones. Et qu'en fait, les Ukrainiens avaient toujours la maîtrise du territoire. Quand on parlait de Pakrovsk, au début novembre, les Ukrainiens, Kupiansk, pardon, au début novembre, les Ukrainiens disaient il restait plus que 60 soldats russes et puis que l'armée ukrainienne était en train de nettoyer la ville. Or, c'est exactement l'inverse qui était en train de se passer. La ville était très largement sous contrôle russe. Il y avait encore des poches de résistance qui étaient en train d'être éliminées par les Russes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la ville est totalement tombée sous la botte russe, pourrait-on dire. Donc, je ne sais pas à quel point Zelensky se rend compte de la situation qui est effectivement sur le terrain. Et donc, en cercle fermé, si vous voulez, à Genève, ils ont réélaboré le traité, d'ailleurs qui aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 25 novembre, n'est plus un traité de 26 points, 28 points, pardon, mais un traité de 19 points, dont je n'ai pas vu encore la teneur à ce stade, mais qui apparemment a été ajusté, évidemment, selon les desiderata de l'Union européenne et de Zelensky, ce qui vraisemblablement déplaira encore plus aux Russes. Par conséquent, les Russes diront exactement ce qu'a dit Vladimir Poutine vendredi passé lors de son Conseil de sécurité. Il dit si les Ukrainiens ne veulent pas le plan de 28 points, eh bien nous, on continuera nos opérations. Et donc, il n'y a rien qui va changer parce que le problème de fond est qu'on n'a pas de levier. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Yulia Mendel. Elle dit les Européens n'ont pas de levier ni sur Moscou ni sur Washington. Zelensky n'a pas de levier sur Moscou. Les Américains n'ont pas de levier sur Moscou. C'est la Russie qui domine. Et c'est peut-être exactement ça le fond du problème ici et la raison pour laquelle les Européens ne veulent pas de cette solution. Parce que si on acceptait une solution qui irait plus dans la direction de la Russie, ce qui inévitablement, à un moment ou à un autre, viendra, mais après simplement que l'Ukraine soit mise encore plus en difficulté. Mais
le problème, c'est que pour les Européens, c'est un désaveu fondamental de toute la politique qu'ils ont appliquée depuis une vingtaine d'années à l'égard de la Russie, et plus particulièrement depuis 2014, et évidemment encore plus depuis 2022. Et ça, les Européens ne peuvent pas l'accepter. Ils ont accepté un traité avec la Russie. Pour les Européens, c'est accepter que toute leur stratégie et penser au désastre économique qu'on a en Europe, notamment avec les décisions sur les sanctions, etc., tout ça montre que les Européens ont fait ça pour rien et qu'en réalité, la Russie est une grande puissance, est une superpuissance et que la grenouille a voulu se faire plus grosse que le bœuf et qu'en réalité, eh bien, elle explose. Et c'est un petit peu cette situation qui aujourd'hui doit nous interpeller, nous, citoyens de la zone européenne, parce que on a une irrationalité dans la décision, une inadéquation des décisions politiques avec la réalité du terrain, qui en fait se fait au prix de l'Ukraine. Et c'est de nouveau, moi je n'ai pas de parti pris sur cette question-là, mais mon travail jusqu'à maintenant a été de rapporter de la manière la plus honnête possible la situation sur le terrain. Et qu'on le veuille ou non, depuis 2022, ce sont les Russes qui maîtrisent la situation, qu'on le veuille ou non. Donc, on peut dire que c'est pro-Poutine, pro-machin, pro-truc. La réalité est que la Russie gagne et plus on avance dans le temps, plus cette situation va se renforcer et moins l'Ukraine aura une liberté d'action, une liberté de manœuvre ou une capacité de décider. Et il arrivera un moment où les traités ne serviront tout simplement plus à rien parce que l'Ukraine n'aura plus les moyens même d'avoir un traité. Enfin, il y aura toujours un traité quand même, mais n'aura plus les moyens d'imposer une quelconque condition. Je vous rappelle qu'en mars 2022, si les Européens avaient laissé Zelensky signer un accord avec les Russes, accord qu'il avait lui-même proposé d'ailleurs, je le rappelle, eh bien, il n'y aurait plus de soldats russes en Russie, il y aurait certainement encore des discussions sur la question de la Crimée et de la question du Donbass, mais il n'y aurait plus de soldats russes et tous les morts qu'on a vus depuis 3 ans, eh bien, ne seraient tout simplement, en fait, il n'y aurait pas eu ces morts. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu à une forme de croisée des chemins, ou plus exactement, on a un drapeau rouge qui nous indique cette croisée des chemins, qui est peut-être pas encore venue, mais on a une alarme qui devrait nous dire qu'aujourd'hui, il faut commencer à réfléchir, non pas comme des enfants dans un préau d'école, comme font Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz, mais il faut commencer à réfléchir comme des adultes et puis comprendre que bien, oui, la situation a tourné à l'avantage de la Russie et c'est un état de fait. Et l'idée de vouloir toujours punir la Russie, eh bien, il y a un moment, il faudra l'abandonner parce que, tout simplement, elle ne répond plus à la situation. D'ailleurs, c'est une situation qu'avait évoquée en filigrane Bart de Wever, le Premier ministre belge, lorsqu'il a discuté lors d'une conférence de presse la question des fonds souverains russes qui sont en Belgique, qui sont détenus par, enfin détenus et gérés par Euroclear en Belgique, et il avait dit, il ne faut pas oublier que dans un processus normal, c'est celui qui gagne la guerre qui dicte les termes du traité, pas celui qui perd. Et que par conséquent, si on ignore ça, on pourrait se trouver face à des surprises qui nous amènent devant des problèmes considérables. C'est la raison pour laquelle la Belgique est assez réticente à l'idée d'utiliser les fonds russes pour des fins d'armement ou de réarmement de l'Ukraine. Voilà, c'était ce que je voulais dire cette fois-ci, enfin pour cette émission de Max Milo, en vous remerciant de m'avoir accueilli une fois de plus. Je vous remercie, Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de 5 livres importants sur la guerre en Ukraine. Poutine, maître du jeu, Opération Z, Ukraine entre guerre et paix, L'art de la guerre russe, et le dernier, Guerre secrète en Ukraine, paru en 2025 aux éditions Max Milo. Merci. C'est bien.